On a commencé notre bilan cardio bien loin parce que je vous ai présenté la base fondamentale de ce sujet qui est ce bilan cardiovasculaire qui, comme je vous ai dit, va beaucoup au-delà du bilan cardiovasculaire. Ce n'est pas que cardiovasculaire parce que ça touche un nœud qui c'est le nœud transport, mais qui va toucher les nœuds communication, qui certainement a touché déjà les nœuds assimilation, les nœuds énergétiques. Donc, c'est un ensemble, tout ça. Et je vous ai montré une de nos représentations de la nutrition fonctionnelle, qui c'est cet arbre, qu'elle est très parlante et que je vais vous remontrer parce qu'on a passé, comme je vous ai dit, par la base fondamentale de la compréhension de ce bilan. On a fait la dernière fois, on a avancé encore un petit peu et aujourd'hui, on va effectivement finir cette question de bilan cardiovasculaire. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. On est ici dans notre projet live 19-29, tous les mardis et tous les jeudis, où on va discuter sur la nutrition fonctionnelle. Pourquoi? Parce que je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. Et pour cela, je vous invite d'être là tous les mardis et tous les jeudis dans ce projet qui s'appelle 19-29. Vem comigo! Ici, c'est notre arbre que je vais vous montrer. Ici, c'est l'arbre que notre objectif, c'est de comment intégrer les maladies cardiovasculaires dans la nutrition fonctionnelle. Elle fait tout à fait partie de notre préoccupation. Soyez-vous un professionnel de santé comme un naturopathe, un médecin ou un coach sportif. Il ne faut pas vous donner de limites à votre connaissance. Vous allez voir que plus vous engagez dans l'étude, dans l'information, dans l'approfondissement d'un sujet, plus vous allez devenir un professionnel niveau top du top. Et on a parlé de tout ça. Je vous ai dit qu'au travers de signes et symptômes, on a la possibilité de mettre ce patient ou ses clients dans la matrice de la nutrition fonctionnelle en analysant tout ce nœud, assimilation, énergie, biotransformation, intégrité structurelle. Mais ce qui est effectivement, qui parle et spécifiquement de ce bilan cardiovasculaire, c'est le nœud transport. Pourquoi? Parce que transport, c'est tout ce qui est tuyau de notre corps. Et il est effectivement lié directement au nœud communication, tout ce qui est neurotransmetteur et tout ce qui est hormonal. Là, avec tout le respect au monde, je ne peux pas oublier que toutes ces feuilles sont représentées par les médecins allopathiques qui ont cette dure tâche pour moi c'est dur leur tâche, de prescrire des médicaments. Nous, on s'arrête là, même le médecin fonctionnel, parce que lui, il va passer là-haut si et seulement si il a besoin. Avec la tendance, comme je dis ici, vous allez imaginer qu'il y a une échelle et quand le médecin fonctionnel il monte cette échelle, l'objectif c'est de descendre de l'échelle. Et c'est pour ça que je vous dis et j'insiste d'oublier les étiquettes et de plutôt se concentrer sur les signes, les symptômes, la physiologie. Alors, on a effectivement des marqueurs biologiques. Marqueurs biologiques qu'on appelle marqueurs biologiques fonctionnels, que parfois un médecin ne va jamais prescrire ce type de marqueur, sauf s'il est un médecin fonctionnel. Alors, à quoi ça sert le marqueur? Le marqueur biologique en nutrition fonctionnelle, il sert à confirmer, à faire la prévention et l'accompagnement et à faire un diagnostic nutritionnel. Ça, c'est très important que vous compreniez que c'est ça l'objectif de marqueurs biologiques. Et là, je vais insister sur une autre question.
c'est si vous n'avez pas encore beaucoup de pratiques cliniques en nutrition fonctionnelle. Donc, il y a ceux qui ont beaucoup de pratiques cliniques dans leur métier, d'autres qui ont beaucoup de pratiques cliniques en nutrition. Et je parle ni de ça, ni de condition 1, ni de condition 2. Je parle de la condition numéro 3, qui est beaucoup de pratiques cliniques en nutrition fonctionnelle, que vous avez déjà mis je ne sais pas combien de personnes au milieu de la matrice fonctionnelle, que vous savez comment votre cerveau va connecter tout ce nœud et qu'est-ce que vous allez faire clairement avec votre client. C'est pour ça qu'on a des stratégies. On va monter les niveaux au fur et à mesure. Et le marqueur biologique, je dis, si vous allez prescrire à votre client, je parle de nutrition fonctionnelle, deux examens, soit bilan sanguin, bilan urinaire ou bilan salivaire, mais que vous ne savez pas quoi faire avec ça, pourquoi vous allez demander? C'est cher et ça ne vaut même pas la peine. Et ce que je voudrais dire à ceux qui peut-être dans leur métier, ils ne vont jamais prescrire un bilan, c'est que le bilan pour moi, c'est quand vous donnez à quelqu'un la calculette. Par exemple, il y a un enfant qui ne sait pas faire 1 plus 1 ou 5 fois 9. Vous lui donnez la calculette, vous allez l'enlever la possibilité de réflexion. La même chose pour tout ce qui est marqueur biologique. Vous lui donnez la possibilité d'analyser les bilans, mais comme il ne connaît pas, il va se embrouiller, ça va faire pire que mieux. Donc, le bilan avec marqueur biologique, vous allez faire ça à la fin de votre expérience. Pour ceux que je vois ici, qui sont mes élèves, je leur dis tout le temps. C'est pour ça que je n'explique ça de suite. Il y a un ordre à respecter. D'accord? Bon, on a parlé la dernière fois de différents types de LDL, mais évidemment, je vais revenir vite fait à cette question-là. Alors, la plaque d'athérome, je ne vais pas passer 10 heures en train d'expliquer cette physiopathologie, mais c'est quand même pour donner l'idée que les artères, elles se bouchent à cause d'une accumulation de cholestérol. C'est une idée complètement simpliste, je dirais même ridicule, parce que ce n'est pas ça. La circulation sanguine dans les vaisseaux normaux, on a, là, dans notre premier cas, donc on va voir les couches de cet endothélium qui est normal, physiologique, avec l'intima, avec les 3 couches endothélium. Donc, tant que le sang passe, tout va bien, il n'y a pas de souci. C'est que lorsque cette plaque devient instable, et elle est devenue instable, pourquoi? Parce qu'il y a une réduction de ce flux sanguin, attendez? Il y a eu une réduction de ce flux sanguin. Et vous voyez ici qu'on commence à voir une plaque qui pour l'instant est une plaque stable, qu'on appelle angine instable, où on va avoir des facteurs tissulaires qui vont commencer à développer, mais pas à cause du cholestérol. Ce n'est pas le cholestérol en soi qui a causé ça, c'est la présence inflammatoire qui amène à changer quelques facteurs d'ailleurs qui sont des marqueurs biologiques, on peut discuter ça une autre fois, mais que c'est cette inflammation qui va donner la possibilité de mon LDL, et spécialement la petite et dense, de s'infiltrer là-dedans et commencer à nos macrophages. Vous savez que le macrophage, il a des récepteurs aux LDL oxydés. Et c'est les LDL oxydés, là, c'est les LDL oxydés qui forment cette plaque stable. Et qui va, au fur et à mesure, développer et former au travers de facteurs tissulaires que ici, on va devenir instable avec la libération du facteur tissulaire, thrombose et libération de la plaque, qui là, effectivement, on peut avoir un syndrome coronarien aigu. Donc, la plaque stable, elle est là, elle est fixe, c'est pas qu'il n'y a pas de danger, mais c'est pas encore la grande problématique. Donc, on passe
par une dysfonction endothéliale. Ça, c'est la première chose du mécanisme. Et cette dysfonction endothéliale, elle est due à quoi? Elle est due au passé de ce client, au passé de ce patient. Et c'est là qu'on intervient. Parce que le passé de ce patient sont les facteurs qui vont, d'une façon ou d'une autre, causer une inflammation qui va amener à cette rentrée de LDL, le LDL oxydé qui sera reçu par notre récepteur au niveau du macrophage. Il a des récepteurs qui s'appellent scavenger, qui est FAT et CD36, qui va absorber tout ce LDL oxydé, et là, mon macrophage va devenir une cellule espumeuse, n'est-ce pas? Et c'est à partir de cette cellule espumeuse qu'on commence à voir nos problèmes. Donc, on a la dysfonction endothéliale, l'inflammation et la thrombose. Donc, l'LDL, ici, je vous avais fait une photo du LDL en train de déposer le cholestérol et le HDL en train d'enlever. J'ai déjà expliqué d'un autre, si vous n'avez pas regardé, je vous invite avec tout mon cœur de regarder la base fondamentale de cette proposition que j'ai faite, qui c'est la première vidéo. Cette partie est constituée de 3 vidéos. La vidéo de base fondamentale, et là j'explique toute la beauté du HDL. Et donc, on sait aujourd'hui que ce n'est pas aussi simpliste. Le LDL, c'est un lien avec la maladie cardiovasculaire, mais pas la cause de la maladie cardiovasculaire. Et je vous ai fait ici un petit résumé. On ne va pas discuter tout ce marqueur, mais comme ça vient d'un article qui parle de marqueurs associés au risque cardiovasculaire, on va voir 1, 2, 3, 4, 5 types de marqueurs pour que vous puissiez bien localiser les choses. Marqueurs d'inflammation, on a un groupe de marqueurs biologiques qui sont des marqueurs de l'inflammation. Évidemment, s'ils sont des marqueurs de l'inflammation, on a quelques marqueurs ici que ce n'est pas que maladie cardiovasculaire, comme la CRP par exemple. Ce sont des risques, on parle de risques. Marqueurs lipoprotéiques, marqueurs d'hémostase, cette partie-là, on utilise quelques-unes en nutrition fonctionnelle, mais beaucoup moins. Tout ça, c'est médical aussi, évidemment. Marqueurs d'oxydation et autres marqueurs, comme microalbuminurie, cystatine C, peptides, etc. Là, vous voyez, obésité abdominale, adiponectine, tout à fait. Mais il y en a d'autres qu'on utilise aussi, mais que pour vous montrer qu'on peut grouper les marqueurs comme inflammatoire, lipoprotéique, hémostase, marqueurs d'oxydation et marqueurs, autres marqueurs. On peut aussi avoir des marqueurs anti-oxydatifs que je vais vous présenter d'ailleurs. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la médecine traditionnelle, la médecine allopathique, elle choisit ici quelques éléments. Et nous, de la nutrition fonctionnelle, on profite de ceux qu'ils ont choisis, mais on choisit d'autres. Et la raison, elle est très simple, parce que nous, on est plutôt dans la prévention et dans l'accompagnement. Donc, on peut bien en amont avoir la prétention de dire que cette personne a un gros risque cardiovasculaire en sachant qu'elle n'a rien, elle ne ressent rien. En revanche, la médecine allopathique, elle va prendre déjà la maladie et elle va utiliser tout ce marqueur pour voir quel est le médicament qui sera prescrit. Donc, est-ce que vous voyez clairement la différence entre médecine allopathique et médecine fonctionnelle? La médecine fonctionnelle, elle va utiliser de ce marqueur pour éviter le médicament. Et nous, qui faisons partie de la nutrition fonctionnelle, on va encore plus loin parce qu'on va avoir le défi d'accompagner et de résoudre ce patient qui a un gros risque de maladie cardiovasculaire au travers de l'alimentation, macronutriments, micronutriments et mode de vie. Et tout, on va résoudre comme ça. La question est que quand je dis ça, ça paraît quelque chose de hyper simple. C'est simple,
mais c'est complexe. C'est pas facile à travailler. Mais le concept, il ne pouvait pas être plus simple, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a risque cardiovasculaire. Normalement et vraiment, tout ce prélèvement est effectué à jeun. Attention, parce que tout ce qui est lipidique, on est plutôt dans le 12 heures de jeûne. Et quand on est sur le glucidique, notre préoccupation est plutôt glucidique, on est plutôt sur le jeûne de 8 heures. Ce sont deux choses différentes. Ah, mais ici, je dois faire le 2. Je préfère le jeûne de 8 heures. OK? Alors, les LDL oxydés est un marqueur lipoprotéique. On a déjà discuté ce LDL. Il est le reflet d'un excès de stress oxydatif. Stress oxydatif, pourquoi, Elisa? Parce que ça part d'une inflammation. On a une inflammation, on a comme réponse physiologique du corps. Vous savez, les neutrophiles, quand ils vont donner la réponse, inflammation, c'est réparation. Inflammation, c'est physiologique. Et parfois, les gens ont du mal à comprendre ça. Donc, l'inflammation, elle est physiologique. Et comment le corps utilise cette inflammation qui est physiologique et qui est une cicatrisation, qui est une réparation du corps? Il va utiliser comme attaque le radicaux libre. En utilisant le radicaux libre, on est en train de faire quoi? Augmenter le stress oxydatif, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, on aura le ApoB est modifié. J'insiste que si vous ne connaissez pas ApoB 48, ApoB 100, ApoA1 et tout ça, on a déjà expliqué largement et profondément dans notre vidéo numéro 1 et vidéo numéro 2. Je vous invite solennellement à y aller. ApoB est modifié. Elles sont reconnues par les récepteurs scavenger. J'ai déjà parlé des macrophages. Ils provoquent la formation de cellules spumeuses. Je suis en train de répéter. Pas de phénomène de rétrocontrôle dans ce cas. Alors, la seule chose qu'on a, ce serait l'action des HDL qui vont agir en train de essayer de pomper ces LDL oxydés. Réaction immuno-inflammatoire et formation des stries lipidiques. Lésion précoce d'athérosclérose. Athérosclérose, c'est les scléroses de la intima en train de former des plaques d'athérome. Un taux élevé de LDL oxydé, risque d'athérosclérose augmente. Alors, vous pouvez me dire, mais quelle est la valeur idéale pour les LDL oxydés? C'est le minimum du minimum. Mais vous savez qu'en nutrition fonctionnelle, on va toujours étudier quelle est la valeur optimale minimale ou optimale maximale de chaque marqueur. Et ça, c'est un autre sujet de la nutrition fonctionnelle, que là, je ne peux pas vous expliquer tout de suite. Je peux vous donner un exemple. La vitamine D. La vitamine D, on peut avoir, si on parle de la vision de la médecine classique, avant que ça serait considéré comme normal, à partir de 32 nanogrammes. Vous imaginez? Maintenant, les laboratoires ont changé. Quelques-uns vont à 50, d'autres vont à 60, d'autres vont à 80. Vous voyez que c'est vraiment une mélange. Mais nous, de la nutrition fonctionnelle, on travaille avec la valeur optimale. Et la valeur optimale va dépendre du cas de chaque personne. Mais en moyenne, c'est autour de 60 nanogrammes par décilitre. Alors, vous donnez combien, Elisa? Je donne la quantité de gouttes qui fait que mon client et mon patient atteignent cette valeur-là. Donc, pourquoi vous êtes toujours... Je donne 2 gouttes, je donne 4 gouttes, je donne 10 gouttes. Ça ne sert à rien, tout ça. L'objectif, c'est d'atteindre la valeur. Le même cas, le LDL oxydé, c'est de baisser au maximum qu'on peut. On ne veut pas de LDL oxydé, tout simplement. Et l'ApoA1. L'ApoA1, c'est un autre marqueur lipoprotéique. Je vous ai parlé largement de l'ApoA1. Pourquoi il faut qu'elle soit au niveau plus haut en termes optimal? Parce que c'est la base des HDL, n'est-ce pas?
C'est l'origine du HDL. Là, j'ai une valeur. Homme, 1,20 à 1,60 grammes par litre. Femme, 1,30 à 2,10 grammes par litre. Ça, c'est articles qui nous disent ça. Mais après, vous allez voir qu'on a parfois une réalité de 20 notre client, de 20 notre patient, beaucoup différente de ça. Parfois, on n'arrive pas. On n'arrive pas, donc il faut compenser la baisse d'ApoA1 par d'autres éléments. Fraction, cet ApoA1 est la fraction protéique majeure des HDL. Vous savez que l'HDL est la bibliothèque, il va voir ApoA1, il va voir ApoC2, il va voir ApoE, il va voir tous ces apoprotéines, apoprotéines ou apolipoprotéines, c'est la même chose. Il va aussi, dans notre cas, active l'enzyme L4. C'est quoi cette enzyme, Elisa? Très simple. Lécithine, cholestérol, acyltransférase. Quand on dit lécithine, on peut dire aussi que la lécithine, elle a notre nom, phosphatidylcholine. C'est la même chose, phosphatidylcholine ou lécithine. Qu'est-ce qui va faire cette L4? L'estérification, et vous savez très bien qu'est-ce que c'est, du cholestérol libre. OK. On va avoir le cholestérol estérifié. Et cette enzyme, le cholestérol estérifié, c'est une forme de stockage du cholestérol. Et donc, sa L4, elle est intracytosolique. Elle va agir sur le cholestérol intracellulaire, ce qui a été absorbé, synthétisé. OK? Il faut savoir qu'on a ApoA1, on a aussi ApoA2. Les choses ne sont pas simples. ApoA1 et ApoA2 sont les ApoA les plus courantes. Pourquoi? Parce que tant une, plutôt ApoA1, mais l'une comme l'autre, constitue cette partie protéique des HDL. OK? Marqueur de protection de maladies cardiovasculaires. Donc, on demande cet ApoA parce que c'est un marqueur de protection. Et donc, nous qui sommes dans la nutrition fonctionnelle, ça fait tout le sens de demander ça parce que c'est déjà un facteur de protection pour savoir où on est. Un taux bas de ApoA1 risque d'athérosclérose, risque augmenté d'athérosclérose. Et qu'est-ce qu'on peut parler de ApoB48 et ApoB100? Ça se mélange. Ils disent simplement, le marqueur, c'est ApoB, présent dans 48 dans le chylomicron, comme vous le savez maintenant, VLDL, IDL, ILDL. Rappelez-vous, on a déjà discuté de absolument tout ça, n'est-ce pas? Vous pouvez regarder dans la vidéo numéro 1, la vidéo numéro 2 et la vidéo numéro 3 de notre projet 1929. ApoB100 d'origine hépatique, vous savez ça? Elle est produite où cette ApoB? Est-ce que vous êtes capable de me dire? Je vais donner la réponse, mais si vous avez donné la bonne réponse, je vous félicite. Elle a été produite au niveau du réticule endoplasmique rugueux dans l'hépatocyte qui est effectivement dans le foie. ApoB48 minoritaire d'origine intestinale liée au chylomicron. Ce chylomicron, il va prendre quelle voie? Il va prendre la voie lymphatique. Vous vous rappelez de ça? Il va prendre notre canaux chylifère. On a parlé de ça aussi. Rôle dans les transports, je parle d'ApoB, du cholestérol et des triglycérides du foie vers les tissus périphériques. Vous savez tout ça déjà. Une molécule d'ApoB100 par lipoprotéine, mais teneur en cholestérol et en triglycérides est variable. Si vous prenez une molécule d'ApoB100, vous aurez un teneur de cholestérol et de triglycérides variable. De plus en plus, la fonction de l'ApoB, c'est de s'accrocher à l'hypoprotéine lipase et elle va faire quoi? Cette lipoprotéine lipase, elle va permettre de verser ce triglycéride dans nos tissus musculaires cardiaques, squelettiques, adipocytes, et les remenant
le reste de cette chylomicron va devenir VLDL. Les VLDL fait la même chose, il a besoin aussi de cette lipoprotéine lipase, qui d'ailleurs, la partie qui s'accroche à l'hypoprotéine lipase, c'est la ApoC2, qui était prêtée par le HDL, qui après va le rendre à nouveau. Et là, on aura à nouveau cette libération de triglycérides. Les adipocytes, par exemple, ils vont former ce triacylglycéride ou triglycéride à partir de ces acides gras libres qui ont été coupés par la lipoprotéine lipase et le glycérol. D'où vient ce glycérol des adipocytes? Est-ce que vous pouvez me donner la réponse? Je ne vous attends pas, mais vous pouvez, dans votre tête, si vous savez la réponse, c'est génial. Le glycérol des adipocytes vient du sucre, vient du glucose. Est-ce que vous avez donné ça comme réponse? Traitement des maladies associées au diabète atteinte rénale. S'il y a une augmentation d'ApoB100, est un bon indicateur de quoi? Des risques cardiovasculaires. Alors, action immédiate, changement alimentaire évident, aide nutritionnelle. C'est évident là, évident. Il n'y a rien à réfléchir. Intérêt, on a un intérêt par une souche de lactobacillus, qui c'est le lactobacillus reuteri. Il a des expériences que ce probiotique diminue la réabsorption du cholestérol au niveau intestinal, ça nous intéresse, en faisant une liaison avec le cholestérol. Et ainsi, les acides biliaires auront beaucoup plus de difficultés de faire son action. Donc, il y aura moins d'absorption. C'est clair? Modulation du signal FXR récepteur. Alors, ce signal FXR récepteur, c'est un facteur qu'on appelle farnésoïde. Parce que les acides biliaires, ils vont agir en se fixant sur le récepteur nucléaire farnésoïde. Et différentes études ont montré que le rôle de ce FXR récepteur hépatique est d'agir vis-à-vis de ce récepteur nucléaire farnésoïde. Ça, c'est quelque chose qui va au-delà de notre explication d'aujourd'hui. Mais je vous mets quand même modulation du signal cellulaire FXR récepteur. Hypocholestérolémie et baisse d'ApoB100. Vous voyez que les études montrent cette action de lactobacillus reuteri. Alors, demain matin, vous donnez du lactobacillus reuteri à une personne. C'est ça qu'il faut faire? Non, absolument pas. Il faut travailler les modes de vie, changer l'alimentation, regarder tout, mettre cette personne dans la matrice fonctionnelle avant tout, regarder tout le lien. C'est pas parce que quand on dit ça, les gens commencent tout de suite à donner du lactobacillus reuteri. Ça, le lactobacillus reuteri, il est un ensemble d'une proposition de traitement. Et est-ce qu'il y a des traitements qui sont corrects et ceux qui ne sont pas corrects? Ce qu'il y a, c'est que si vous proposez à votre client un traitement où vous pouvez expliquer le pourquoi et le comment de chaque action que vous avez entrepris, que vous avez décidé de prescrire, c'est du top. Donc, il y a des gens qui me disent « Ah, Elisa, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé aloe vera à la place de ce que vous avez dit. » Un exemple, il n'y a pas de problème. Dès que vous me justifiez pourquoi vous avez utilisé aloe vera. Mais quand je dis justifier, ce n'est pas dire aloe vera, elle est bien pour l'estomac. Là, vous ne m'avez rien justifié. Ou quand vous dites, j'ai entendu parler que, ou j'ai lu dans un article que, là, vous ne justifiez rien. Je veux la justificative biochimique. Comment va agir les choses, comme je vous explique à chaque fois. C'est ça la connaissance. Et ce que j'entends quand je donne des cours présentiels, il y a toujours quelqu'un qui me demande, qui fait « Elisa, est-ce qu'il faut que je donne ça à la place de ça? Un truc dans le laboratoire X à la place... » Ne restez pas dans des questions prêtes.
est-ce que vous utilisez A ou B? Non, si vous me dites Elisa ou Elisa, j'utilise A parce que, et vous me donnez toute une explication biochimique. Là, je vais vous dire, continuez à utiliser, c'est parfait. Vous avez la preuve, vous avez regardé les articles, vous savez quoi utiliser. Quand vous êtes en apprentissage, si vous ne savez pas utiliser, vous allez utiliser ce que je vous dis, sans poser des questions, pas vis-à-vis de ce que je vous dis, parce que c'est Elisa qui dit, mais vous allez déjà avoir les arguments pour utiliser ça que je vous ai dit d'utiliser. Et après, quand vous allez rentrer déjà dans d'autres niveaux, vous allez lâcher ce que je vous ai dit d'utiliser et vous allez utiliser d'autres choses, mais en ayant toute une explication biochimique. C'est tout. Je voudrais quand même partager quelque chose avec vous en ce qui concerne, c'est que la protéine A1 qu'on avait vu, les dosages de la protéine la A1, un résultat publié en 2004, selon l'autorité de santé, le dosage de apolipoprotéine A1 est réalisé lorsque la concentration du HDL est inférieure à 0,35 g par litre. Vous voyez qu'ils attendent une condition pour faire une autre. Nous, on mesure tout de suite cette apolipoprotéine. Ça fait du sens. Ils veulent que ça soit inférieur à 0,35 g par litre, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'HDL. Bien sûr, parce que l'apoprotéine A1, elle est liée à l'HDL. On est bien d'accord. Mais si on voit de bascule au niveau de l'HDL de notre client ou de notre patient dans les HDL qu'il a fait avant, on fait. Maintenant, on va passer à notre marqueur lipoprotéique qui est la lipoprotéine petite a. Attention de ne pas tout mélanger, ok? On a parlé de ApoA1, maintenant c'est lipoprotéine petite a. Cette lipoprotéine petite a, elle est constituée de la particule de LDL et d'une glycoprotéine ApoA qui est liée à l'ApoB. Donc on a LDL, ApoB. Et lié à cette ApoB, on a cette lipoprotéine petite a, ok? Similaire à LDL, c'est pas effectivement ça. Parce que c'est le LDL, il est LDL, en molécule de LDL, c'est LDL avec ApoB 100. La lipoprotéine A, le ApoB 100 aura cette lipoprotéine petite a liée à cette ApoB 100, ok? Donc, lié à cette LDL, mais se lie à l'ApoB 100 par une liaison disulfure, qui c'est une liaison avec le soufre. Alors, apoprotéine petite a est une glycoprotéine liée à l'ApoB 100 avec domaine Kringle. Ça, c'est pas très important. Par un pont disulfure, génère une structure homologue, ça c'est important, au plasminogène. Ok? Ça va donner l'impression qu'on a un plasminogène. Ah, Elisa, je ne connais pas les plasminogènes. Les plasminogènes donnent des caractéristiques pro-thrombotiques. Propriétés pro-thrombotiques, pro-agrégants, tout ce qu'on ne veut pas. Pro-inflammatoire, peut pénétrer l'intima. L'intima, c'est la couche de notre endothélium qui va se lier au macrophage. C'est la couche de nos vaisseaux qui va se lier au macrophage pour devenir des cellules spumeuses. Donc, tout ce qu'on ne veut pas, c'est cette lipoprotéine petite a. Elle est associée à un risque athérogène propre, infarctus du myocarde. Vous voyez bien que vous faites un examen, vous voyez que cette lipoprotéine A du patient est là-haut. Et surtout, les attaques cardiaques à l'âge de 30 et 40 ans. Et vous me dites que ce n'est pas de la prévention, ça? Ce n'est pas moi qui dis ça, hein? Ce sont toutes les études qui disent ça. Cette lipoprotéine petite a, elle était reconnue aussi comme un facteur d'accident cardiovasculaire pour les personnes âgées et surtout les jeunes. Donc, vous connaissez des footballeurs de 30 ans qui ont eu des attaques cardiaques. Quand ils ont regardé leur lipoprotéine petite a, elle était là-haut. C'est un risque athérogène propre qui ne dépend pas d'autre chose. Infarctus du myocarde.
Malheureusement, les médicaments n'ont guère d'influence sur cette lipoprotéine A. Il y a une chose dans les études qui est la niacine. Qu'est-ce que c'est la niacine? Vous le savez, c'est la vitamine B3 qui va constituer notre NAD, NAD, nicotinamide dinucléotide, qui est notre camion d'énergie. Donc, la niacine, il faut savoir donner. Hein? Et elle, selon les études, va baisser de 25%. C'est pas mal. Alors, facteur indépendant lié a un polymorphisme. Né? Polymorphisme, vous savez, un SNP, un single nucléotide. Ça veut dire qu'il y a une petite mutation qu'on peut avoir ce problème avec cette lipoprotéine petite a. Risque cardiovasculaire, un marqueur de l'oxydation. Oui, vous allez me dire, un marqueur de la méthylation. Oui, mais là, nous sommes dans le risque cardiovasculaire. Et il est un marqueur de la méthylation aussi, parce que c'est le composé intermédiaire du cycle de la méthylation entre la méthionine et la cystathionine. Vous savez ça. Ou si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Vous savez aussi qu'on a, si on a un problème de méthylation, si on a un SNP au niveau de MHFR, ça veut dire de l'enzyme méthylhydrofolate réductase, ça va compliquer tout notre processus de méthylation. Mais la nutrition fonctionnelle, elle a toujours une solution. Et donc, l'hyperhomocystéinémie qui va causer reflète un trouble de méthylation. Aucune nouveauté là. Cofacteurs indispensables au cycle de la méthylation, B6, B9, B12, magnésium, choline et glycine. Je ne veux pas compliquer encore plus votre tête, mais je suis obligée de dire quelque chose. La B12, par exemple, on a les 3 mousquetaires. La B12, la B9 et le fer. On appelle ça les 3 mousquetaires. Il faut savoir que si vous donnez beaucoup de B12, vous allez baisser le fer et vous allez baisser la B9. Si vous donnez beaucoup de B9, vous allez baisser le fer et la B12. Si vous donnez, donc les choses ne sont pas simples. Ces 3 mousquetaires, imaginez une personne qui a déjà un problème d'anémie ferroprive ou qui a un SNP au niveau de fer, qu'elle a toujours le fer très très bas. Vous gavez cette personne de B12, ça va baisser encore le fer. Et là, vous pensez que vous êtes en train de traiter, éviter une anémie mégaloblastique, je ne sais pas quoi, ou même parce que la personne a une hypochloridrie, donc ça veut dire que le facteur de Kessel ne va pas se faire, parce qu'on est en hypochloridrie, on a un problème à ce niveau-là. Et là, vous donnez de la B12. Et là, qu'est-ce qui peut se passer? Vous baissez le fer et vous baissez la B9. Et vous allez créer un problème de méthylation probablement. Donc, il faut prendre les choses calmement, tranquillement, de la base de la connaissance, de votre connaissance. Ce n'est pas simple. Je vous dis tout de suite. OK? Parce que qu'est-ce que les gens font normalement? A homocystéine, on est en hyperhomocystéine. La personne, elle ne pense même pas. Elle voit dans un laboratoire un truc qui augmente l'homocystéine. Ce truc que les gens donnent, c'est la B6, la B9, la B12. Hein? Ne vous inquiétez pas. Le magnésium, on peut trouver du magnésium, vous savez où qu'on peut trouver du magnésium? Dans le cacao. Je n'ai pas dit chocolat, j'ai dit cacao. Parce qu'à un chocolat, à 100% cacao, à 90% cacao, là, c'est intéressant de donner le magnésium. Il est riche en magnésium. Il est riche en antioxydants aussi, le cacao. Mais le problème, c'est que les gens ne pensent pas à cacao. Les gens pensent à chocolat à 70% bourré de sucre. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle de cacao. Cacao en poudre, cacao en barre, qu'est-ce que c'est mieux? Ah, ça c'est la nutrition fonctionnelle. Choline, où est-ce qu'on peut trouver? Chercher dans l'alimentation. Des médiateurs de l'inflammation induits, je parle de l'homocystéine, c'est un médiateur de l'inflammation induit un état de hyperhomocystéinémie qui va entraîner un dysfonctionnement endothélial, inflammation, dysfonctionnement endothélial, en altérant les propriétés vasodilatatrices de l'oxyde nitrique, NO. Aujourd'hui, on a de façon de mesurer les NO de façon indirecte par un autre marqueur.
provoque la libération procoagulant ainsi qu'un excès de stress oxydatif, notamment de peroxydation lipidique. Quand je parle de peroxydation lipidique, je parle d'oxydation de lipides. OK? De quoi? De production de radicaux libres. L'œuf est riche en choline. OK? Et j'ai des études que mes élèves vont regarder sur l'œuf, que des études qu'on donne 6 œufs par jour par une personne qui a des altérations cardiovasculaires et l'œuf fait que du bien. OK? Donc, provoque la libération procoagulant ainsi qu'un excès de stress oxydatif, notamment des peroxydations lipidiques à l'origine, entre autres, des lésions vasculaires et d'athérosclérose. Là, il faut que vous compreniez une chose. C'est pour ça que je fais ce type d'intervention avec vous sur YouTube, pas fréquemment. Pourquoi? Parce que là, vous pensez inflammation cardiovasculaire, et ce n'est pas du tout ça. Vous arrêtez à la problématique d'inflammation et vous essayez de résoudre le problème inflammatoire. Et là, vous allez toucher la feuille là-haut, qui est maladie cardiovasculaire, mais vous allez toucher aussi l'immunité, vous allez toucher aussi plein de choses, plein de maladies. OK? C'est beau ou pas cette nutrition fonctionnelle? Encore sur l'homocystéine, les défauts de méthylation qui va donner ma hyperhomocysténémie sont à l'origine de nombreuses pathologies chroniques. Maladie cardiovasculaire, ça fait partie. AVC, pathologie neurodégénérative, cancer, je viens de vous dire ça. Troubles de la fertilité, malformation congénitale, ostéoporose. Donc, est-ce que vous êtes convaincu qu'à la place d'étudier, je vais étudier aujourd'hui l'ostéoporose, je vais étudier aujourd'hui les pathologies neurodégénératives. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut étudier l'inflammation à fond. Et là, vous allez résoudre tout ça. Coenzyme Q10, un marqueur antioxydant. On a deux façons, ubiquinone et ubiquinol. Molécules lipophiles présentes dans toutes les membranes cellulaires, dont celle de la mitochondrie. Dans toutes les membranes cellulaires. Et aussi dans la mitochondrie. L'ubiquinone est la forme oxydée. Ubiquinol est la forme réduite. La forme réduite, ça veut dire quoi? Qu'elle est capable de donner des électrons. La forme oxydée, quelqu'un lui a volé des électrons. Et là, vous demandez, qu'est-ce que c'est mieux de faire, quand on va faire une supplémentation avec coenzyme Q10, donner de l'ubiquinone ou de l'ubiquinol? Moi, personnellement, je préfère donner la forme réduite parce que c'est elle qui m'intéresse. Mais le laboratoire vont vous dire, non, ça ne fait aucune différence. Je vous dis qu'est-ce que je préfère. Pourquoi? Parce que l'argumentation que je vous donne, c'est que j'ai besoin de coenzyme Q10 comme réducteur. Si je peux avoir une coenzyme Q10 réduite, pourquoi je veux donner la coenzyme Q10 oxydée? OK? Alors, rôle majeur dans le fonctionnement de la chaîne respiratoire, mitochondriale, évidemment, production d'ATP énergie. Vous savez que l'ubiquinone, c'est le seul lipide qui est là au milieu de tout ce qui est cytochrome et qui bouge. Cette ubiquinone, le coenzyme Q10, elle bouge au long de la crête mitochondriale. Antioxydant cellulaire, membrane puissante, lutte contre peroxydation lipidique. Régénère les vitamines E et C, évidemment, sous la forme de ubiquinol, OK? Et on a intérêt de ça, parce que les vitamines E et C, ce sont des antioxydants exogènes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi la vitamine E et C sont des antioxydants exogènes? Pourquoi? Les statines, bloquent sa synthèse car la voie de biosynthèse du cholestérol et de la coenzyme Q10 est similaire, voie du mévalonate. Là, je voudrais que vous me montrez la voie du cholestérol et la voie où la coenzyme Q10 va rentrer dans cette histoire. OK? Un taux bas de coenzyme Q10 accroît les facteurs de risque de survenue de pathologies chroniques et dégénératives.
Maintenant, un autre élément très important qui est la ferritine, un marqueur inflammatoire et que tout le monde a accès parce que les médecins, ils adorent mesurer la ferritine, n'est-ce pas? Mais pour eux, la ferritine, elle peut aller de 30 à 300 nanogrammes. Il n'y a pas de problème. Nous, on a la valeur optimale, ok, de marqueur de cette protéine. Elle est la protéine de stockage du fer, ça c'est sûr, pour la cellule, réserve échangeable de fer, régule l'absorption intestinale du fer. Donc, quand vous voyez une ferritine haute, vous pouvez raisonner en termes d'intestin aussi. Quel est l'intérêt de mesurer la ferritine? Marqueur de carence en fer, absolument. Syndrome inflammatoire, syndrome métabolique, surcharge martiale. Martiale, c'est tout ce qui est fer. Hémochromatose, hémosidérose, vous pouvez penser comme syndrome métabolique. Post-transfusionnel, désérythropoïèse, maladie de Biermer, vitamine B12, thalassémie. On a alpha-thalassémie, on a bêta-thalassémie, qui sont des altérations de la chaîne alpha et bêta. Là, je parle de l'hémoglobine quand je parle de thalassémie. C'est la protéine, l'hémoglobine est la protéine présente dans les globules rouges qui transportent l'oxygène. Ça, vous le savez. Et on va avoir altération de la chaîne alpha et bêta de cette hémoglobine. Lyse cellulaire aiguë, comme hépatite, infarctus, stéatose, cirrhose et affection maligne. Mais, en vrai, qu'est-ce que je voudrais vous parler de la ferritine? C'est que la ferritine, quand elle est haute, on a aussi la possibilité d'une infection, évidemment. Mais pour avoir une infection, on a besoin de marqueurs qui vont nous donner ce signal qu'il y a une infection. Il va y avoir altération de toute ma partie immunitaire. Ça veut dire que mes neutrophiles vont avoir une altération, si c'est bactérienne par exemple, altération des neutrophiles. S'il n'y a pas ces altérations-là, vous pouvez tout de suite dire que cette personne a une inflammation. Mais pourquoi vous avez besoin de faire des examens pour dire qu'une personne a des inflammations? La personne ouvre la bouche, elle a un problème parodontal, elle a une inflammation chronique. La personne, elle est en surpoids, elle envoie des cytokines inflammatoires tout le temps. Elle a une inflammation chronique. Peut-être, si vous prenez un marqueur, vous prenez une CRP ultrasensible, ça ne va rien donner. Mais vous le savez qu'elle a une inflammation. Donc, pourquoi faire cet examen? Vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin de prendre les signes et les symptômes et de voir la condition physique de cette personne, l'état des lieux qu'on appelle. Et là, vous savez qu'elle a une inflammation. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un programme anti-inflammatoire. CRP-US, un autre marqueur inflammatoire. C'est un marqueur, déjà CRP tout court, qui est une protéine produite par le foie, qui monte très vite. Il revient à la normalité en 72 heures. Je parle de la CRP normale, de la CRP tout simplement. C'est une protéine d'inflammation active. Mais dans les inflammations chroniques, le meilleur, c'est la CRP-US. Et je peux vous dire que parfois, elle sera pas très haute. Elle sera 1,5, 1,4. Et vous oubliez parce que vous pensez, ah bon, ce n'est pas suffisamment haut, ce n'est pas la CRP qui va jusqu'à 40, 60, je ne sais pas combien là. Non, il faut considérer cette nuance de cette CRP-US. Elle a une demi-vie très courte, 12 heures, synthétisée par le foie. Lymphocyte T et, je vais vous dire, natural killer aussi, sous la dépendance de interleuquina 6. Interleuquina 6, si vous ne connaissez rien de cytokine inflammatoire, l'interleuquina 6, c'est celle qu'il ne faut jamais oublier, parce que c'est la interleuquina inflammatoire du morceau, comme on dit en portugais, do pedaço. Elle représente l'inflammation tout de suite. C'est cette interleuquina 6. Donc, elle est sous la dépendance de l'interleuquina 6 au niveau
hépatique pour se manifester. Active la voie classique du complément. Là, c'est un sujet très intéressant qui c'est le complément qui fait des trous sur les cellules. Et là, c'est un cours qui dure à peu près 2 heures. Mobilise les macrophages et activation et différenciation de LC. Élévation. L'élévation de la CRP. Infection. Inflammation chronique articulaire. Vous savez que les gens qui ont polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrite, tout le monde qui a des inflammations auto-immunes vont avoir une CRP très très haute. D'ailleurs, le médecin contrôle la CRP et la vitesse de sédimentation pour savoir où on est vis-à-vis de la polyarthrite rhumatoïde. Et vous savez quoi? J'ai fait un travail, là je pense à une patiente spécifiquement, sur la polyarthrite rhumatoïde, que j'ai baissé, je ne plaisante pas, la CRP normale, de 40 à 6, avec polyarthrite rhumatoïde. Le médecin n'a pas cru. Il a dit, comment vous avez fait ça? Il m'a appelé. Et la vitesse de sédimentation normale, sans utilisation de médicaments pour la polyarthrite rhumatoïde. Je ne mens pas. Nécrose ischémique, traumatisme tissulaire, tout ça, il y a élévation. Si vous faites, par exemple, une intervention chirurgicale, ce n'est pas que la CRP-OS qui va monter. Hein. C'est la CRP-OS, la CRP tout court. Affection maligne, inflammation, elle est, pour notre cas, qui ont fait des diagnostics nutritionnels, intéressante pour l'inflammation de bas grade. Et là, vous voyez, entre 1,5 et 5, c'est ce qui est considéré comme normal. Nous, on considère moins que 1. Notez ça. Mobilisation d'interleuquine 6 et TNF-alpha. Extrêmement important, un marqueur vraiment de l'inflammation. Là, à nouveau, notre Lactobacillus reuteri. Ça, c'est très nouveau tout ça. Hein? On a intérêt de la prise du Lactobacillus reuteri parce qu'il aide à baisser cette CRP. Pourquoi? Je vous ai dit, il diminue la réabsorption du cholestérol au niveau intestinal et il baisse la CRP. Et il va agir aussi, ça c'est une autre chose que je vais vous dire qui n'a rien à voir avec notre histoire ici, il va avoir une action sur quand on a les excès d'Helicobacter pylori pour diminuer la charge bactérienne dans l'estomac d'Helicobacter pylori quand il dérange. Helicobacter pylori, attention, je vous ai montré pendant notre présentation de la masterclass qu'il y a même aujourd'hui des études qui montrent que la présence d'Helicobacter pylori est favorable à la santé. Vous vous rappelez de ça? LP-PLA2. LP-PLA2, c'est Lipoprotein Associated Phospholipase A2. Voici un autre marqueur de l'inflammation. Produite essentiellement, ces marqueurs, par les monocytes et macrophages, donc notre système immunitaire, qui produit ce type de marqueurs. Lymphocyte T et LC, c'est toujours lymphocyte. Hein? Lymphocyte T et adipocyte. La majorité des LP-PLA2 est liée dans le plasma aux petites particules denses de LDL. Ah! Si on a une LP-PLA2 très haute, ça veut dire qu'on a beaucoup de petites particules denses de LDL. Est-ce qu'on veut ce type de particules denses? On ne veut pas, parce qu'elles vont s'infiltrer dans l'endothélium, elles vont être oxydées, ils vont rentrer dans le macrophage pour former les cellules spumeuses. Regardez cette observation que j'ai mise ici. Quand notre patient ou notre client a une LP-PLA2 haute et une CRP US haute, aurait un risque très élevé de faire dans les années qui vont venir un accident vasculaire cérébral ischémique. Vous voyez l'importance de ces LP-PLA2? Rôle pro-athérogène. Hydrolyse des LDL oxydés, un composé pro-inflammatoire, comme je viens de vous expliquer, intervient dans l'activation des macrophages.
marqueur de risque de maladie coronarienne, AVC, et il y a 2 études, WOSCOPS et ARIC. Les tissus adipeux seraient une source active de production de LP-PLA2. Vous voyez qu'on revient toujours à la base. Tissu adipeux est une source de LP-PLA2. Qu'est-ce qu'il faut que mon patient fasse? Il est en surpoids? Vous le savez la réponse. Sa concentration n'augmente pas en cas d'inflammation systémique. Systémique. Là, c'est bien localisé au niveau vasculaire. OK? Exactement. Marqueur spécifique de l'inflammation vasculaire. Une importance capitale, LP-PLA2. Capitale. Bilan cardio complet. Je vous ai fait une séparation. Avant, j'ai fait des groupes. Groupe anti-inflammatoire, groupe oxydation, groupe antioxydant, comme c'est le cas de la coenzyme Q10 qui doit être haute, etc. Maintenant, j'ai fait une autre façon. Reflet du transport du cholestérol. C'est transport. On est bien dans le neutre transport. Risque athérogène versus protection. On demande ApoA1, ApoB, rapport ApoB, ApoA1, hyper important. Pourquoi? Parce que plus on a des ApoB, que ce rapport est haut, c'est horrible. Ça veut dire plus de risques cardiovasculaires. Notre LP petit a qui est accroché là à ApoC100 et LP-PLA2. Tout ça, c'est reflet du transport du cholestérol, risque athérogène. Plus on a, là on va réfléchir. ApoA1 doit être haut, ApoB bas, rapport ApoB A1 bas, lipoprotéine petite a bas, LP-PLA2 bas. Passons maintenant à ce groupe-là, homocystéine antioxydant, on pense toujours à la méthylation, LDL, là c'est le groupe oxydation, hein, LDL oxydé, peroxydation lipidique, et la coenzyme Q10 qui c'est du groupe antioxydant, fonctionnement mitochondrial, si oxydatif et statine. On pense à tout ça, n'est-ce pas? Ferritine et CRP. Et il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas parlé, qui est le profil en acide gras. Là, on parle de répartition de acide gras membranaire, fonctionnalité membranaire, risque athérogène, inflammation versus protection. Ferritine, CRP et profil. On n'a pas parlé. On peut faire aussi le profil en acide gras, mais il faut connaître ça. Hein? Parce que le profil en acide gras, vous faites aujourd'hui, il va donner quelque chose, vous faites demain, il va donner une autre. Et il faut connaître parce que, bon, les laboratoires veulent vendre ça n'importe comment, donc il faut faire beaucoup d'attention. Il ne faut pas demander aux gens de faire ce profil-là si vous ne savez pas l'analyser. Et il y a un autre que je vais rajouter, qui est le TMAO, qui va faire un lien, là oui, entre la question digestive et la question cardiovasculaire. La TMA, en fait, qui est la triméthylamine. Donc, on a plusieurs travaux scientifiques qui démontrent que la choline là, de l'œuf qu'on vient de parler, la L-carnitine, la phosphatidylcholine, la lécithine, peuvent être métabolisées par les enzymes microbiennes intestinales pour générer la triméthylamine, qui ensuite, dû à circonstances, vont oxyder et qui vont donner ces fameux triméthylamines oxydées. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon. On veut pas. D'accord? Là, on a un problème de microbiote. Et pas un problème de l'œuf, en fait. Peut-être on a un déséquilibre, une diminution des bifidobactéries, une élévation des Escherichia coli. Et là, ça vaut le coup de faire une analyse de sel. Vous voyez? Dans le cas du TMAO. OK? Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez bien compris la démarche. N'oubliez pas,
examen, bilan sanguin, marqueur sanguin, salivaire et urinaire, c'est de donner à calculette à quelqu'un qui ne sait pas calculer. Si vous savez bien calculer, utilisez ça avec parcimonie pour faire un excellent diagnostic nutritionnel, pour accrocher votre patient. On accroche le patient, on devient spécial, on devient une référence dans notre métier, n'importe quel est votre métier, quand on solutionne des problèmes, quand on donne des solutions, même si cette solution passe par la mobilisation, l'envie du patient, parce que c'est à vous, professionnels de santé, de, à la place de critiquer le patient et dire il est un feignant, il veut rien faire, c'est votre travail de transformer de vie. C'est votre travail d'utiliser des stratégies pour transformer de vie. Et ce n'est pas au patient. Lui, il subit parfois de conséquences de notre travail. Lui, il doit être aussi un acteur absolument actif, absolument responsable. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je ne sais pas si vous êtes intéressé pour que je revienne à la question de la pré-contemplation, contemplation et du travail avec le patient pour le sortir de la pré-contemplation. Dites-moi si vous êtes intéressé par ça, on revient. Une autre chose, vous avez le droit de mettre sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram les sujets que vous tient à cœur, en sachant que les sujets sont des sujets de la nutrition fonctionnelle. Et j'ai fait mon petit... je regarde tout ce que vous êtes intéressé et évidemment, je vais essayer de plaire le maximum parmi vous. Donc, n'hésitez pas à laisser un message là, maintenant et avant de partir. Je voudrais mon like. N'oublie pas mon like, ok? Et de laisser des sujets en nutrition fonctionnelle qui vous intéressent. Et si vous me dites, Elisa, je ne sais pas qu'est-ce que c'est nutrition fonctionnelle ou pas, vous mettez le sujet et je vais vous dire si c'est de la nutrition fonctionnelle ou pas. Je vous souhaite une excellente soirée. Vem comigo!